dès que je suis rentré au collège, dès la 6e, on a un quartier prioritaire qui est à même pas 1 kilomètre de la cité où on m'a dit, voilà, tu vas finir comme tes camarades à tenir les murs. Continue, c'est ton avenir, il sera là. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Mon invité aujourd'hui s'appelle Tariq Saïb Eddine. Je vais essayer de bien prononcer votre nom. Comment vous le prononcez ? C'est exactement ça, Saïb Eddine. Saïb Eddine, voilà. Vous êtes boxeur à votre palmarès, 2 titres de champion de France et 3 de vice-champion de France. Vous êtes aujourd'hui éducateur spécialisé en protection de l'enfance et vous publiez dans Le droit chemin aux éditions City, sous-titré de détenu à champion de boxe, mon combat pour l'intégration. Et pourtant, ce mot intégration, c'est un mot qui vous chatouille les oreilles à chaque fois que vous l'entendez. Exactement. Bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde. Donc oui, avant tout, le mot intégration, moi, il me fait beaucoup de mal. Mes parents sont rentrés en 1960. Quand on parle d'intégration, je vois pour cette génération, nous, on a grandi en France. On a étudié en France, je ne veux pas qu'on parle d'intégration, quoi. Issu de l'immigration, peut-être, mais je suis français avant tout. Et c'est votre histoire qu'on va dérouler ce matin. Oui. On croise beaucoup de mythos dans votre livre, dans votre histoire, et beaucoup de gens qui s'inventent des vies. Vous n'avez pas besoin de vous inventer une vie, puisque votre vie est déjà un roman. Elle a été mouvementée, oui. C'est pour ça que c'est un parcours atypique, où avec la maison d'édition et on avait convenu de le mettre par écrit, puisque moi je banalisais ma vie quelque part, et c'est avec du recul, c'est les gens autour de moi qui me disaient, mais Tariq, t'as eu 1000 vies, tu devrais laisser une trace, et on a décidé donc d'écrire ce livre. Combien de fois vous avez entendu à l'école un enseignant vous dire Tariq, tu seras un bon à rien? Je l'ai, hélas, trop entendu. Ça a commencé déjà en primaire. Hein. Déjà en primaire, j'arrive à avoir 2 années de retard, chose qui est rare. Déjà, on m'a fait repiquer le CP, on me fait repiquer le CE2. Donc déjà, dès la primaire, j'ai du retard. Et on me fait comprendre que je vais être différent des autres, quoi. Est-ce que vous avez des souvenirs de profs qui clairement vous ont dit tu feras comme les autres, tu tiendras les murs de la cité? Dès la 6e, dès que je vais rentrer au collège, j'ai pas ma mémoire en primaire, mais dès que je suis rentré au collège, dès la 6e, on a un quartier prioritaire qui est à même pas 1 kilomètre de la cité où on m'a dit, voilà, tu vas finir comme tes camarades à tenir les murs. Continue, c'est ton avenir, il sera là. Est-ce qu'on mesure l'impact de ces mots-là, des mots que ça peut avoir sur un enfant? Je pense que ces professeurs ont été inconscients. Ils sont inconscients parce que la pédagogie, ça se travaille, ça fait partie de l'art d'être un professeur, et les mots peuvent faire beaucoup de dégâts, beaucoup plus qu'une gifle ou un coup de poing. Et dans mon cas précis, j'aurais peut-être préféré des fois qu'on mette une claque et qu'on me dise, bon voilà, reste assis ou je ne sais pas quoi, mais les mots qu'ils m'ont dit m'ont marqué à vie, dès mon plus jeune âge. Ça remonte encore aujourd'hui chez vous? Bien sûr. On le vit, on le vit tout le temps. Et puis bon, aujourd'hui, j'ai une profession où je travaille justement avec des jeunes en situation, en grande précarité, en difficulté, avec des troubles psychiques chez certains, et des jeunes qui sont en pleine construction. Et voilà, je sais que le poids des mots est très important, et l'objectif numéro 1, c'est valoriser ces jeunes, puisqu'on peut avoir un parcours différent, mais on peut être riche à l'intérieur avec des valeurs, et je veux valoriser ces jeunes-là. Parce que c'est très important. Vous écrivez, je n'ai pas le bac, je n'ai pas fait d'études supérieures, mais je suis curieux. Vous revendiquez comme un autodidacte aujourd'hui, mais est-ce qu'avec du recul, on peut vraiment se construire tout seul? Non, tout seul, je pense pas. Moi, je dis tout le temps, la vie est faite de rencontres.
il faut les rencontres aussi. C'est hyper important. Je veux dire, de connaître les bonnes personnes et avoir des modèles. C'est important d'avoir des modèles. Donc, il y a un âge, quand on est en pleine construction, je parlais de l'adolescence, on cherche des modèles. Et c'est là que c'est important de croiser les bonnes personnes qui vous dirigent vers des parcours peut-être qu'on ne connaît pas, un monde qu'on ne connaît pas, et se forger une identité, c'est très important. Alors, on va expliquer comment vous êtes arrivé à la boxe. Là aussi, ça a été un sacré chemin. Vos parents, vous ne vouliez pas que vous fassiez de la boxe en première intention. Il faut dire que vous aviez les poings pas dans vos poches. Et ça très tôt, hein, vous étiez bagarreur. Oui, très tôt, puisque... mais on va dire, ça a commencé en fin d'année primaire. Vu qu'avant, comme je dis souvent, j'ai de la peine, quand je regarde aujourd'hui les photos de mon enfance, j'ai de la peine pour ce petit garçon. On est des années fin 70, début 80, et je me dis, mais j'étais pas du tout à la page, pas du tout à la mode, et j'étais en souffrance, et je parlais à personne. Je pouvais pas, j'arrivais même pas à décrire ce que je vivais. Il y avait un mal-être. Et jusqu'à un jour où voilà, il va y avoir une bagarre avec un petit caïd qui était déjà repéré caïd, et je vais très bien me débrouiller dans la bagarre, et aussitôt le regard des autres va changer, et c'est là que je vais comprendre que ton image par la bagarre, hélas, allait m'ouvrir à notre monde d'amis, avoir une réputation, et j'ai plongé là-dedans. Et donc, c'est vrai que... C'est-à-dire que pour vous, on va dire que vos points sont devenus un mode d'expression, ouais, de communication. Exactement. Et puis, là où beaucoup de gens me disaient, mais voilà, t'as pas peur de lui, pourquoi t'as pas peur, ils sont plusieurs face à toi. Moi, je trouvais que c'était... j'ai jamais eu cette sensation de peur. Au contraire, je fonçais dans le tas, mais j'avais rien à perdre, quoi. C'est comme si je me disais au fond de moi, qu'est-ce que je vais avoir de pire dans ma vie? Rien. Donc tout est bénef, et j'ai vécu comme ça, et je suis tombé dans un piège plus ou moins comme ça après. Donc c'est vrai, pour revenir, quand j'ai parlé à ma mère de faire de la boxe, à mes parents, vu qu'ils nous ont baignés dans le sport, j'ai un frère, on a baigné dans le sport. Alors il y a vous avez un frère, qui lui était un bon footballeur. Ouais, très bon footballeur. Il a joué au centre de formation des Girondins de Bordeaux. Il a eu un contrat aspirant puis stagiaire. Et à cette époque-là, il y avait les nombres d'étrangers dans les clubs. On ne pouvait pas dépasser un nombre d'étrangers. Donc, il a été bloqué après à ce niveau-là. Il a dû se réinventer. Voilà, il a dû reprendre des études, passer des diplômes. Et pour moi, mon frère Yacine a été vraiment un modèle, puisque c'est quelqu'un qui est parti, il était en seconde, qu'il était au centre de formation. Et quand il est revenu au niveau de la scolarité pour repasser diplôme, il est parti d'un BEP compta, et il est monté jusqu'au diplôme d'expert comptable. Et aujourd'hui, il est prof de comptabilité en lycée. Donc déjà, c'est aussi une des premières personnes que j'ai trouvé, voilà, qui tout est possible avec du travail. Bon, le foot, clairement, c'était pas votre moyen d'expression à vous. Pas du tout. J'étais mauvais joueur. Si je jouais bien, si vous utilisez vos poings et les pieds, c'est pas la même chose. Hein. Non, j'étais réglo là-dedans. Fallait faire du rugby. Non. C'est pas là-dedans. C'est vraiment, j'étais un bon joueur, mais j'avais cet esprit déjà compétitif. Et si on perdait à cause d'un autre, je lui en voulais. Et si c'était moi qui loupais le match, j'avais honte pour moi. Donc j'ai dit, il faut que je parte à un sport individuel. Mes parents ils n'ont pas voulu que je fasse de la boxe. Dès le début, j'ai voulu en faire vers peut-être 14-15 ans. Et il me dit non, t'arrêtes pas de te battre, ça va être pire. Tu feras pas de la boxe. Et donc je suis parti sur des sports individuels, je suis parti sur la natation. Et alors vous racontez un petit peu votre immersion, c'est le cas de le dire, dans la natation. Déjà, là pareil, hein, on est dans le milieu des années 80. Vous décrivez un milieu où il n'y a pas du tout de Maghrébins, qui est presque élitiste, un sport presque pas de bourgeois, mais quand même. Pour moi, c'était un sport de bourgeois. D'ailleurs, je me suis inventé une vie. Quand je suis parti à la natation à l'UST Talence, le club de natation, j'étais pas à ma place.
Mais ils ont été bienveillants, ils ont fait attention, ils m'ont protégé. J'avais de très bons résultats, vu que je nageais le 1500. Je nageais le fond. Nage c'est libre. la plus grande, nage libre, c'est la plus grande distance. Et je me débrouillais très bien au niveau régional. Donc j'étais vous avez fait un accepté score, dans. non, mais ouais, vous avez fait... Ouais, je nageais, je sais, voilà, je tournais dans les 19 minutes au 1500. Et j'étais encore jeune, hein. J'étais minime, cadet. Et j'ai fait partie du groupe élite. Mais direct, j'ai compris que j'étais pas de leur monde. D'abord, j'avais accumulé beaucoup d'années de retard. Eux préparaient leur première, voire certains étaient au bac. Moi, j'étais à la fin en troisième, quoi. Vous dites que déjà, c'est un milieu et que nager, ça coûte cher. Ouais. C'est, contrairement à ce qu'on pense, Non, ça coûte très cher. c'est une activité qui coûte de l'argent. Ouais. Et au-delà de ça, mais quand je dis qu'ils ont été... Ils faisaient attention à moi. Non seulement l'année coûtait cher. D'ailleurs, il y a eu des années où mes parents ne pouvaient plus payer. Ils m'avaient demandé, écoute, ça coûte trop cher, ça augmente chaque année. Et puis, il y avait des formations pour le groupe élite où on partait se préparer dans les Pyrénées pour travailler l'endurance, tout ça. On partait à Anglette, je me rappelle souvent, ou dans la montagne, dans les Pyrénées. Et j'avais pas l'argent pour faire les stages. Et le club a été très reconnaissant et il tenait à ce que je fasse partie du groupe et ils m'ont amené quand même ils participaient eux pour que je vienne quand même là avec eux, quoi. Que je fasse partie du groupe. Donc j'ai passé de très belles années. Confronté aussi quand même, alors c'est la première fois au racisme. Exactement. De la part d'un entraîneur. La scène est violente, hein, d'ailleurs. Très violente pour moi à l'époque, puisque comme je vous dis, pour moi, je m'identifiais pas maghrébin. Pour moi, j'étais un Français, je vivais avec tout le monde. J'étais pas là-dedans, quoi. Et j'étais comme dans une famille, protégé. J'aimais ces gens-là, j'avais de bons résultats. Je combattais le week-end, quoi. Je nageais, c'était pour les couleurs du club. J'étais fier. 6 jours par semaine, hein, vous expliquez. Oui, jusqu'au samedi matin. Ouais. Jusqu'au samedi matin. Donc, il y avait déjà des preuves de ce type d'activité. Mes profs, déjà à l'époque, me disaient, mais Kotari, comment tu fais? Tu fais 2 heures tous les jours. Nous, on va une demi-heure à la piscine, on sort, on va au lit. Comment tu fais? Puis pour moi, c'était logique. C'était non, c'est un entraînement. Ça va, j'ai l'habitude, quoi. Et là, un jour, vous avez un point de côté. Un jour, je suis sur la ligne, en plein milieu du bassin. J'ai un point de côté. Je n'arrive pas à récupérer. Je m'arrête sur la ligne. Et là, ça rend fou de rage l'entraîneur. Et puis, il va m'insulter, il va crier. Et j'entends ça l'arabe. Et là, je comprends pas. Je suis sur la ligne, j'ai mal. Vous êtes toujours dans le bassin. Et sur voilà. le bassin, dans l'eau. Ouais. Je suis à l'agonie. Il me dit ça. Et je vais sortir, je vais prendre mes affaires. Et je m'en vais. Je suis très jeune à l'époque. Et vous n'êtes jamais revenu, c'est ça qu'il faut expliquer. Plus jamais vous avez remis les pieds dans le bassin. Plus jamais. Et je suis parti. Et j'ai été trahi, j'ai été blessé. Et j'ai quitté la natation comme ça. Mes parents n'ont jamais su que ce qui s'est passé. Donc ils me disaient, mais on ne comprend pas, tu es encore là, tu étais au foot, tu es parti à la natation, maintenant tu dis que tu veux faire l'athlétisme. Je ne comprends pas. Et je l'aurais caché, je ne l'aurais jamais dit. Vous êtes allé voir le nouveau Top Gun? Non, j'ai vu, j'y repense encore, puisque même, c'est fou, c'est vrai, Top Gun, ça me rappelle... Un jour, tous mes camarades me disent on va voir Top Gun, ils sortaient au cinéma et moi j'avais même pas l'argent pour aller voir Top Gun et ma mère quand même m'a dit bon écoute tiens je te donne de l'argent, va là-bas. Elle a pas voulu me faire la peine, je me suis retrouvé avec eux mais j'avais de la peine pour moi parce que je me dis mais je les voyais eux avec leur look. Ils allaient toutes les semaines au cinéma en fait. Non. mais c'était normal. Moi, à cette époque, je vous le dis, j'ai été 2 fois dans ma vie au cinéma. J'ai été voir. Alors, attention, en France, avec mes camarades, j'ai vu 2 films. J'ai vu Rocky 4, j'avais 16 ans. J'étais avec mon frère voir Rocky 4 et j'ai vu Top Gun. Après, j'y allais avec mon père quand on partait au Maroc. On allait se promener, lui était un cinéphile et il me montrait, il adorait les films de Bruce Lee par son âme, donc il m'a mené visiter ces salles où lui-même a passé son adolescence là-bas, quoi. Ouais.
Et là, vous allez voir donc Top Gun. Et on va voir Top Gun. Avec les Ray-Ban. Ah là, le blouson aviateur, le truc, mais j'ai pas du tout le look et je garde ça au fond de moi, mais voilà. Vous avez la même condition physique que Tom Cruise. Oh, alors, vite fait. Vite fait. Voilà, et notre invité aujourd'hui, c'est Tariq Saïbeddine, qui est boxeur et qui vient publier et raconter son histoire aujourd'hui, qu'on retrouve dans un roman, ça s'appelle Dans le droit chemin, chez City. Voilà, vous le montrez. Vous êtes sans concession avec vous-même et sans concession sur les milieux que vous avez, on va dire, fréquentés. On va parler du milieu du sport. Et vous dites que, par exemple, dans le sport, vous avez été beaucoup déçu par tous vos entraîneurs, sauf un qui s'appelait Bernard Benabdallah. C'est le seul qui ne vous a pas trahi. En quoi est-ce que vos autres entraîneurs vous ont-ils trahi ? Je parle de trahison parce que, souvent, c'est l'argent qui est rentré au milieu, où on s'aperçoit après, avec du temps, qu'on ne touche pas les bourses qu'on devait toucher. Il y a plus d'argent qui circule et quelque part on fait de l'argent sur notre dos et c'est souvent le manager, l'organisateur qui va faire plus d'argent que le boxeur en lui-même, et ça m'a dérangé vu que j'ai connu, je suis passé professionnel en 2000. C'est-à-dire que vous êtes passé professionnel très tard par rapport à votre entrée dans la boxe. Vous rentrez dans la boxe en 90 et vous ne devenez professionnel que 10 ans après. Mais il faut dire aussi qu'il y avait un problème de nationalité. Pas vraiment. Pas que ça. Non, parce que professionnel, l'avantage, c'est que vous êtes français ou étranger. Il y a des tournois internationaux en professionnel simplement, où français et étrangers vivant sur le sol français peuvent combattre. Et c'est là où justement je voulais voir mon niveau national, et une fois professionnel, je pouvais avoir mon niveau national en France. Donc dès 2000, je passe professionnel et je vais m'engager dans le championnat de France, le Critérium Espoir. C'est un championnat de France néo-professionnel, et je vais arriver jusqu'à la finale et gagner cette finale. Donc là, j'ai 30 ans et pour moi, voilà, je suis très fier. Et je me dis, je fais fermer les bouches à beaucoup de personnes pour leur prouver que, 1, je suis venu tard à la boxe, 2, j'ai eu 4 ans d'arrêt en plus, et je reviens et je gagne ce championnat de France Espoir. Donc là, je sais que j'ai les capacités d'aller un peu plus loin, et je veux mettre tous les moyens. Je vais m'entraîner, je veux rattraper le temps perdu. Je sais que j'ai le physique avec moi, il faut travailler la technique. Et je vais bosser quotidiennement, et je vais m'engager dans le Tour de France, qui est un niveau encore au-dessus, qui est en 6 rounds. Le Critérium, c'est en 4 rounds. Je vais partir sur le tournoi international de France, que je vais remporter aussi. Je vais arriver en finale et je vais le gagner. Donc j'ai encore faim, et je me dis, mais j'ai rien à perdre. J'avais l'impression que je jouais au poker, je mise, je gagne tout l'argent, je remettais, je pouvais pas perdre. Et je me disais, je continue, je m'entraîne encore, ça marche. Et je suis passé encore le groupe au-dessus, qui est la Coupe de France, la finale de la Coupe internationale de France. C'est le plus haut niveau, c'est la première et deuxième division, c'est en 8 rounds. Et là, je vais perdre en finale. Je suis encore sur Bordeaux. Et là, je vais avoir un accro avec un de mes entraîneurs, justement, sur une somme d'argent, comme on aurait pris, où on va se fâcher. Et puis, comme j'ai le malheur de demander mon argent, on va m'arrêter mon contrat de travail. Que vous l'avez appris après, je l'ai appris bien plus tard. Bien plus tard, ouais. Et donc, je décide de partir sur Paris avec vraiment 2 bandes, une chaussette, vraiment rien. C'est que vous partez, vous dites comme les pieds noirs, en fait. Exactement, comme les pieds noirs. J'avais l'impression qu'on m'a chassé, il fallait en urgence. Surtout que ma femme venait de demander le divorce, ma première épouse. Je viens de perdre mon job. J'ai une amie à moi qui part sur Paris s'installer, et je lui dis, écoute, je vais avec toi. J'ai fait une valise en 2 secondes et je monte à Paris. Et là, je tente le tout pour le tout. Je me dis, la plus belle salle, elle est à Paris. Elle est auprès des frères Acariès, où les meilleurs boxeurs sont là-bas. Je lui dis, écoute, j'y vais, je n'ai rien à perdre. Et vous êtes allé taper à la porte. J'ai tapé à la porte, je suis arrivé, je me suis présenté à Bernard Benabdallah, et qui a été franco. C'est pour ça que j'ai aimé aussi cette personne. Dès le début, elle me dit,
que puis-je pour vous? Je dis voilà, je veux signer chez vous. Quel est ton parcours? Je suis professionnel, j'ai gagné le championnat de France Espoir, j'ai gagné le Tour de France, j'ai fait une finale de Coupe de France et je veux continuer avec vous, je veux être le plus haut niveau en France. Et là, il vous traite de mytho un peu. Exactement. Ouais. Dans ce monde, il y a une sacrée brochette de mythos, il y a beaucoup de mythos dans ce monde-là. Et je le comprends, je vais m'entraîner, j'ai une paire de tennis, j'ai une bande roulée. Même un amateur avait beaucoup plus de matériel que moi. Donc, j'ai honte. Je lui dis, écoutez, je laisse un papier. Voilà mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. Faites vos recherches. Vous verrez qui je suis. Si je mens, je mens pas. Et je reviendrai m'entraîner. Et il m'a rappelé après en me disant, les entraînements, c'est tous les jours, de telle heure à telle heure. Et j'ai travaillé avec cet homme-là. Et j'ai gardé jusqu'à encore aujourd'hui, en 2022, de très bonnes relations avec lui. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué parce qu'on a eu un parcours exceptionnel en France où j'ai refait une finale de Coupe de France avec lui et j'ai été classé numéro 1 en 2005 français des Superplumes. Donc j'avais 34 ans. 2005, c'est ma plus belle année. C'est ma plus belle année. Je suis sur le toit de la boxe professionnelle en France. Jamais j'aurais imaginé ça. Et j'ai fait ce parcours avec lui. Et cet homme me suit encore. On a arrêté la boxe et on est tout le temps ensemble. Je suis éducateur depuis des années. J'ai tout le temps travaillé avec lui. Il m'a dit, écoute, amène tes jeunes. La boxe est un outil. Je vois qu'elle a marché pour toi. Si je peux t'aider, je t'aide. Et on a travaillé encore ensemble jusqu'à aujourd'hui. Vous avez boxé tard, hein, vous avez boxé jusqu'à 43 ans. J'ai boxé jusqu'à 42 ans, exactement, ouais. 42 ans. Mais c'est là où je dis toutes les barrières qu'on m'a dit. Je viens numéro 1 français, j'ai 34 ans. Je vous dis que j'ai rien à perdre, j'avais rien à perdre. Quand je montais sur le ring, en face, ils étaient plus jeunes que moi, ils avaient 25, 28, les plus vieux, peut-être 30 ans. Et moi, à la salle, je perdais pas mon temps. Je m'entraînais, chaque minute était important. Il fallait que j'apprenne. Et je me fâchais avec certains boxeurs pour dire, écoute, si tu es en train de parler au niveau du sac, tu sors, tu me laisses, moi j'ai pas de temps à perdre. Et je me suis entraîné comme un fou. Je m'entraînais 6 jours par semaine. Quand j'étais à Paris en 2004-2005, je boxais au Boxing Club La Plaine. Et c'est là où j'ai connu mon meilleur niveau. Simplement, après, je vais demander à continuer. Et j'étais prêt à descendre de poids encore. Il y avait une autre chose qui était impressionnante, c'est que avec de l'âge, les personnes prennent du poids. Et moi, avec de l'âge, je perdais du poids, je descendais de catégorie pour me donner le maximum de chances pour arriver à un niveau mondial. Et à 34 ans, j'ai atteint 58 kilos 400 maximum. Je devais avoir 14 ans quand j'avais ce poids-là. Et moi, bon voilà, d'habitude, je suis quelqu'un qui était à 66, 68 kilos. Et j'arrivais à me priver pour arriver à ce poids-là le jour des matchs. Vous dites que la puissance de frappe en boxe, c'est comme au football, tu l'as ou tu l'as pas. Exactement. Il y a la technique, bien sûr, c'est une évidence, mais il y a aussi un côté surnaturel, comme un don du ciel. Exactement. Moi, je suis croyant. Et vite fait, je me suis dit, voilà, si Dieu m'a donné ces capacités-là, il faut les exploiter positivement. Donc, vous dites qu'il y a beaucoup de spiritualité sur le ring, enfin, chez vous. Chez moi, exactement, ouais. Puisque d'où je reviens, quand je dis j'ai eu 1000 vies, exactement, je remercie le bon Dieu et chaque épreuve que j'ai vécue m'a rendu encore plus fort parce que il fallait que je me raccroche à quelque chose et il y a eu bien sûr mon éducation, ma famille qui était là, qui m'ont appris à fermer les poings et avancer et accepter. Et puis il y avait ce côté spirituel où on dit, ben voilà, dans ces malheurs, Dieu t'éprouve et à toi de garder la foi et demander pardon et demander la force auprès du bon Dieu. Donc évidemment, je vous parle pas quand j'étais, combien de personnes me disent, mais Tariq, comment tu fais? Après 2006, je suis parti à l'international, j'ai boxé les meilleurs mondiaux. On me disait, mais Tariq, comment tu fais? Comment t'as pas peur devant 10 000 ou 15 000 personnes? La télé est braquée sur toi, t'es en live. Et moi, j'étais excité. C'était quelque chose de fou. Au contraire, j'étais en transe. Je vivais un rêve les yeux ouverts. C'est ce que vous expliquez. C'est qu'avant chaque match, vous étiez en transe. J'étais en transe. Alors aujourd'hui, on essaye de beaucoup faire travailler les sportifs dans leur tête.
Est-ce que vous savez ce qui fait la différence entre celui qui va gagner et celui qui va perdre sur un ring? Qu'est-ce que c'est? Ça peut être la volonté, ça peut être la hargne, le fait de malgré les coups, surtout dans ce sport qui est la boxe, où on va prendre des coups, on demande de se dépasser physiquement, mais il y a les coups que vous devez prendre ensemble en plus, donc il n'y a pas de place au doute. Il faut, quand on monte sur un ring, on est déterminé. Et moi, j'étais dans cet état d'esprit-là, où j'avais une revanche à prendre, parce que j'avais fait souffrir mes parents, mon père et ma mère. J'ai perdu mon père en 2001. Donc, chaque fois, avant de monter sur le ring, je pense à lui. Et votre père, il est venu vous voir une seule fois. Une seule fois, juste avant de mourir. Exactement, pour le championnat de France Espoir, face à Afif Hamdani, qui était un très grand champion, où je vais le gagner. Et mon père était présent. Et j'étais très fier. Et voilà, quand je montais... Vous avez appelé votre mère avant de combattre. Hein. Exactement, parce que j'avais demandé à ce que mon père vienne. C'était une finale de championnat de France professionnel à Bordeaux. C'était très rare à l'époque, on est en 2001. Et ma mère me dit non, je crois que ton père veut pas venir. Et je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré. Et je lui ai dit à ma mère, mais je comprends pas, on dirait que je suis un orphelin, que j'ai pas de famille. N'importe qui serait fier. Vous avez été les premiers à me critiquer quand je faisais des bêtises. Quand maintenant je vous donne l'occasion d'être fier, vous venez pas. Et je suis parti. J'ai claqué la porte, je suis parti. Et ma mère, après, a parlé à mon père et lui a dit, écoute, tu devrais y aller, ça lui tient à cœur. Et je comprends qu'un père, c'est dur pour lui de voir son fils se faire taper dessus, une foule crier. Mon père était un passionné de boxe, mais à la télé, il aimait Mohamed Ali, pas son fils. Son fils, c'est dur pour lui. Et j'ai réussi à gagner ce titre-là. Et mon père m'a suivi tout au long de ma carrière, dans différents pays là où j'ai été. J'étais en transe et je demandais la protection de Dieu. Je demandais qu'il ne m'humilie pas le jour du match, qu'il me protège. Et vous savez, le long du ring, entre la scène, le vestiaire et le ring, je faisais le shahada. Je savais même pas comment j'allais finir. Il y en a qui me disaient, mais t'es malade de rencontrer ces mecs-là. Et c'est vrai, personnellement, je demandais juste à Dieu de pardon et qui me donne la force nécessaire, qui me laisse pas impressionner face à ces gens-là, et au contraire, j'avais une force décuplée. Vous expliquez très bien, hein. Il y a des pages très belles, hein, d'ailleurs, sur ces combats. Vous dites, la boxe, c'est pas la bagarre, c'est pas un combat contre un adversaire, mais une confrontation contre soi-même, puisque ton pire ennemi, c'est toi, finalement. Exactement, mais dans notre religion, dans l'islam, on a ce qu'on appelle le djihad nefs. Oui, c'est ça. C'est déjà le combat sur soi-même. Voilà, Et là, évidemment, j'étais face à cette difficulté-là, où j'ai vite compris que c'est pas l'adversaire le plus dur. Avant de rencontrer, vous savez, il y a les conférences de presse où il y a une espèce de pression. Vous avez une pression où la personne va essayer de vous enlever vos capacités physiques. Et souvent, mes élèves ou les jeunes, je leur dis que le moral, le psychologique a une grande part. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je vais vous faire sauter un saut en longueur. 10 fois, vous allez sauter 5 mètres. Vous êtes capable de sauter 5 mètres. Je vais vous amener à un endroit où il va y avoir un fossé, le vide, il y a 10 mètres. Mais l'écart est de 3,50 m. Donc la logique, vous devez le sauter sans problème. Mais quand vous allez voir le vide, vous pouvez être tétanisé et vous pouvez même tomber dans le vide, puisque vous n'avez pas arrivé à vous dépasser. Et le psychologique, c'est exactement ça. C'est réussir à se dépasser. Donc quand je boxais, évidemment, j'avais peur. Si on n'a pas peur, on est inconscient. On se met en danger. Mais j'arrivais à me transcender. Ça veut dire gérer cette peur, booster l'adrénaline et être dans un état second. Vous avez l'impression aujourd'hui, d'où vous êtes, que ça tape moins fort aujourd'hui en boxe? Vous avez l'impression que ça tape moins fort qu'à votre époque? Non, c'est pas ça tape moins fort. Je vais être précis là-dessus. C'est que j'ai l'impression que les gens veulent moins souffrir. Et ils veulent des combats arrangés. Aujourd'hui, ce qui est triste, quand on voit des gars là, ben voilà, c'est le gars, il a un certain niveau, et non, il veut pas rencontrer quelqu'un de dur. Il veut rencontrer quelqu'un qui a vraiment un niveau beaucoup plus bas pour briller. Alors, ça peut se faire.
on appelle ça des chèvres dans le domaine de la boxe. C'est un client qui est mauvais pour briller. Mais pour moi, dans mon parcours, je n'ai jamais rencontré de chèvre parce qu'il fallait que je rattrape le temps et j'ai pris tous les risques possibles pour montrer que j'étais dans les meilleurs Français boxeurs professionnels. Et au contraire, je me disais, mais si je prends une raclée face à une chèvre, j'ai honte, j'arrête, je rentre chez moi, j'arrête, quoi. Mais par contre, perdre devant un champion du monde, quelqu'un qui était classé au niveau mondial WBC ou IBF, tout est en mon honneur. Je savais qu'on me déclarait perdant. Je gagne, je pouvais qu'impressionner. Même rien que le fait de tenir et de me battre, je pouvais... tout ça était que positif pour moi. Voilà, et mon invité aujourd'hui s'appelle Tariq Saïbeddine, qui est boxeur et qui vient de raconter son histoire dans un livre qui s'appelle Dans le droit chemin chez City. Alors vous commencez le livre par un événement qui vous a rendu célèbre dans le monde entier. Qui s'est passé au départ de Munich, puisque vous rentriez de vacances avec votre épouse. Vous reveniez de vacances et Munich, vous aviez décidé de vous arrêter à Munich parce que c'était un endroit qui était important pour vous d'ailleurs. Exactement. En 2006, mon premier match international va se dérouler en Allemagne et justement au Zénith de Munich face à une figure de la boxe. Il était champion WBC, c'est Alparslan Aguzum, un Turc qui avait 32 combats, 30 victoires, 2 défaites contre Carlos Boldomir. Et Boldomir, pour ceux qui ne connaissent pas, a été champion du monde WBC. Il va perdre contre Mayweather, Floyd Mayweather. Et Mayweather va rester après champion du monde jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a été un match dans un zénith plein à craquer. Et j'ai fait une très belle prestation, même si je perds par arrêt d'arbitre au 7e round. C'était en 8 rounds. Mais voilà, j'ai fait un match de guerrier. Et ça m'a lancé sur le marché international. Et surtout que c'était un poids, c'était pas ma catégorie. Moi, j'étais un super plume encore en 2005. Et je vais monter à 66 kilos. Et j'ai rien à perdre. C'est encore un défi où je me dis, moi, il n'y a pas de règles. Je vais partout là où on me donne les moyens de. Et bon, voilà. Donc, avec mon épouse, on finit notre voyage. Parce qu'on a commencé par l'ex-Yougoslavie. On a fait la Croatie et la Bosnie. Et je lui dis, écoute, on finit par Munich. On a visité Munich et sur le vol, le retour, il va se passer quelque chose d'incroyable. Mais moi, sur le moment, c'est vrai que je ne comprends pas ce qui se passe. Je pense que ça allait être un simple accrochage. Vous aviez anticipé les choses, vous dites maintenant, aujourd'hui, je suis doté d'un scanner. Il y a l'observation. J'ai appris à observer les gens, à scanner les gens, et souvent je dis mon gros nez n'a pas servi que de pare-choc dans la boxe. Il est là à sentir les gens et j'arrive, je sais pas, ça m'a suivi toute ma vie. Il y a ce feeling là qui est là, ce ressenti, et ce mec, la situation telle qu'elle s'est déroulée, c'était anormal et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui allait pas mais je m'attendais à un accrochage verbal et plus tard je comprends que ce mec veut détourner le vol Munich-Paris, quoi. Et vous étiez enfermé dans les toilettes pour écouter ce qui se passait en fait. Ouais, parce que quand j'ai vu l'accrochage dans un premier temps verbal, j'ai compris qu'ils allaient en venir au physique et le chef de bord décide de regagner l'avant de l'avion au niveau du cockpit pour parler au commandant. Et ce mec le suit. Donc, j'ai dit à ma femme, bon, il va y avoir une bagarre. Je me lève, j'y vais. Mais arrivé à leur niveau devant le cockpit, ils se parlent pas. Ils se regardent dans les yeux. Donc, j'allais pas arriver. Bon, c'est quoi votre problème? Et j'aperçois que les toilettes sont ouvertes. Ils sont ouvertes et je vais m'engouffrer dedans. Et je vais écouter. Je laisse la porte entrouverte. Et là, je comprends et je vois la personne qui dit... maintenant en français qui dit c'est moi le patron, vous allez faire tout ce que je vous dis et là je comprends qu'il y a un problème, je sors et je demande au chef de bord s'il a besoin de mes services que je suis là, quoi. En anglais. Bon, la suite est dans le voilà. Là ça, on peut faire un film sur cet épisode là. C'est fou. Vous évoquez dans votre livre vos ennuis avec la justice. Ces ennuis commencent en même temps que vous commencez
la boxe, Exactement. à boxer. Alors la première fois dans une situation d'injustice quand même. Ouais. Oui, évidemment. Mais ça vous explique, dites-vous, les règles du jeu. Les règles du jeu. Et j'ai été très déçu parce que souvent, les ennuis que j'ai eus, c'est des ennuis de bagarre où je me retrouve au commissariat, où d'ailleurs là, je vais au tribunal, je suis condamné, où je prends 3 mois. Une fois de plus, c'est des gens qui viennent, ils viennent voler dans le quartier, ils viennent, je les prends en flagrant délit, on sait qui c'est, donc je vais dans le quartier d'à côté qui est à Talence-Tours pour récupérer nos biens. Je ne veux pas en venir aux mains, je dis juste, bon voilà, on sait que c'est vous, rendez-nous les affaires. Et le mec fait le malin, et les premiers coups partent. Et c'est vrai, après, quand la machine est lancée, j'arrive pas à m'arrêter, et puis le mec, il va se retrouver. T'as mal choisi ton jour, gars. Ouais, et puis voilà, quoi. Je vais me retrouver commissariat, garde à vue et jugement. Mais comme je suis primaire. Vous n'aviez pas anticipé qu'il irait porter plainte quand même. C'est ça. Et je l'ai jamais compris. Mais dans ma vie, souvent, j'ai remarqué que souvent les personnes te provoquent. Et en pensant, je pense qu'ils ont le dessus, s'ils se disent, moi je suis pas très grand, je fais un 70. Donc certains pensent avoir le dessus sur toi, mais ils savent pas qu'en face, je suis une boule de nerfs, pas justement. C'est comme un complexe où je me dis, je sais déjà avant que la personne est en train de se surjouer. Ils pensent que je suis un guignol. Et voilà. Et quand je suis énervé, en plus, je bégaye. Donc, ça m'énerve, où je vais dire encore, je passe plus pour un idiot. Et les premiers coups partent, quoi. Et souvent, ça me porte tort, quoi. Et je me suis retrouvé comme ça, plusieurs situations où après, la personne vient porter plainte pour les coups et blessures. Mais voilà, il va expliquer ça à un jugement. J'ai compris que d'abord, c'est pas la réaction à avoir. Et ce qui m'a fait mal, même sur mon premier jugement, c'est la phrase du juge qui dit, ici en France, on fait pas sa justice soi-même. Ça voulait dire, t'es un immigré, on m'a renvoyé encore à ça, et je comprenais même pas. Et puis moi, je fais que défendre, je me défends. On vient me voler, c'est flag. Et la personne reconnaît qu'elle est venue voler en plus. Donc, c'est ces injustices qui vont m'agacer. Mais quand on lit votre livre, il y a l'injustice, c'est insupportable pour vous. C'est votre moteur, en fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai 50 ans aujourd'hui. Mais souvent, je dis, je combats les injustices, j'aime défendre les minorités, parce que je sais la souffrance que l'on peut avoir au fond de soi, et je l'accepte pas. Je l'accepte pas. Ni moi, je n'ai pas envie de la vivre, et j'aime pas voir autour de moi des injustices, ce qu'on dit en arabe, le hagra même. Et je n'aime pas ça. Et je me dis, j'aurais des comptes à rendre le jour du jugement dernier. Si j'ai été témoin de quelque chose et je ne suis pas intervenu, je préfère prendre même une raclée auprès du plus faible, mais je dormirai beaucoup mieux. Alors, la prison pour vous, ça a été un détonateur. Exactement. Ça a été électrochoc. Un électrochoc, qui n'est pas le cas pour tout le monde. Non, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance dans ce malheur-là, parce que on m'avait prévenu, reprévenu, attention, voilà comment tu vas finir, tout ça. Et puis, je me retrouve là, on est en 96. Je suis dans la maison d'arrêt, la seule maison d'arrêt qui est à Bordeaux, qui est à Gradinière, la commune là où je vis. Et là, je prends un choc parce que j'ai voulu ce monde-là, ce monde de voyous, entre guillemets, que j'idéalisais, que je pensais avec des règles. Mais je m'aperçois que je suis encore dans du faux, même dans ce domaine-là. Les gens. Il y a encore du mytho. Il y a encore du mytho. C'est fou. Et je n'ai pas ma place là-dedans. Je suis déçu de beaucoup de gens qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, je me rappelle très bien encore jusqu'à aujourd'hui, j'étais en promenade et un gars vient me demander pourquoi je suis ici. Je lui explique et un autre gars à côté de moi me dit Tariq, tais-toi, parle pas. Et je dis pourquoi? Il me dit non, écoute-moi, ici il y a beaucoup de balances qui travaillent avec les juges, ils vont balancer ton affaire pour avoir des remises de peine, tout truc. Et déjà, je me dis, mais c'est pas possible, on est en prison. Et on me dit, si. Et je me suis aperçu que même là-bas, il n'y a aucune valeur, il n'y a aucun code. Et ça va me renvoyer à beaucoup de choses. Et honnêtement, à une semaine, je me dis, j'ai plus rien à foutre là. C'est plus ce monde que je veux, c'est pas ça. Il faut que je sorte, que je construise une famille, que je travaille et que je passe à autre chose. Avec du recul, est-ce que vous savez de quoi la boxe vous a sauvé?
En premier terme, elle m'a donné une place dans la société. Une place déjà où le sport, j'ai été catalogué comme sportif, avec un parcours difficile, donc où on me regardait avec respect. Le parcours était atypique, donc elle m'a permis de me revaloriser et de pouvoir me regarder dans une vitre et dire je peux être utile à la société. Et c'est même à travers la boxe que je vais découvrir le travail de travailleur social. Je vais commencer animateur sportif, animateur socioculturel, je vais monter éducateur sportif pour finir éducateur spécialisé. Donc, sans la boxe, j'aurais jamais connu ce monde-là. Et surtout, quand on parlait tout à l'heure de rencontres, la boxe m'a permis de rencontrer des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer dans mon quotidien, dans le quartier là où je vivais. C'est l'insertion sociale à travers le sport et professionnel. Ça vous y croyez à ça. Mais c'est pas j'y crois, c'est la réalité, c'est mon parcours. Aujourd'hui, votre moteur, c'est la transmission. Vous avez toujours été quelqu'un, on va dire, d'actif dans la société, qui a toujours aimé avoir un rôle dans la société. Exactement. Ça vous vient d'où, ça ? Je sais pas, peut-être. Et c'est vrai que j'ai été maladroit dans mes débuts, vu que, vous savez, des fois, je parle encore aujourd'hui avec les plus anciens dans mon quartier. Ils me disent, mais Tariq, je me rappelle quand vous étiez là avec le groupe du jeune, on était en paix parce qu'on sait que les quartiers ne pouvaient pas venir pour voler, tout ça, vous gardiez votre quartier. Et moi, pour moi, c'était mon quartier, c'était chez moi. Il y avait nos couleurs à défendre, Et puis, avec du temps, je m'aperçois que ton quartier, il n'est pas à toi, t'es rien du tout, et puis au contraire, ça peut te porter tort. Mais voilà, il y a tout le temps essayer de faire bien pour les autres, quoi. Et essayer d'apporter cette touche positive pour les autres. Et c'est vrai, ça m'a suivi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vos parents vous ont dit pourquoi c'était important pour eux que vous soyez né au Maroc ? Parce qu'en fait, ils étaient en France depuis 10 ans. Oui. Et votre mère est retournée accoucher à Casa. Exactement, parce que eux, ils nous ont jamais dit on va vivre en France. Nous, on a tout appris qu'on était là pour une période et on va retourner après au Maroc. Donc, eux, je pense qu'en 69, pour mon frère, et 71 pour moi, il y aurait un retour peut-être au Maroc à envisager. C'est pour ça qu'on a une maison là-bas. Il y avait tout de prémédité pour rentrer. C'était un projet. Et c'est après, en fin de compte, qu'on s'est aperçu, comme beaucoup de familles ici, où en fin de compte, tes enfants vont être là, ils vont grandir là, ils vont avoir des enfants là, et puis tu pars plus, quoi. Vous avez rencontré des milliers de boxeurs dans votre carrière. Je dirais des centaines, je ne vais pas y dans votre livre, vous avez mis milliers. Des milliers, mais... Tout augmente, voilà, c'est comme les impôts. C'est ça, on est du Sud, vous savez, Bordeaux. Il y a la taxe, c'est la TVA. On va dire, voilà, énormément de monde. Qu'à Bordeaux, vous êtes beaucoup plus mytho qu'à Toulouse. À Toulouse, on n'est pas du tout comme ça. Quels sont les boxeurs qui vous ont impressionné ? Il y a eu vraiment... D'abord, sur Bordeaux, il y a eu un boxeur qui est un ami à moi, qui est David Saraï, que je parle dans le livre. Qui n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire. Non, il est un potentiel extraordinaire, un talent gâché, moi je dis. Et justement, mal entouré, ce mec-là aurait dû être repéré bien avant. Et je vous jure qu'il a des capacités extraordinaires, un courage extraordinaire, une simplicité et des qualités pugilistiques remarquables. Donc lui, déjà, ça a été le premier. Et puis après, au long de ma carrière, j'ai été me préparer en Amérique du Sud 1 mois avant de passer pro. Si je gagnais ce match, je passais pro. Et j'avais un sparring là-bas qui avait une puissance phénoménale au Chili. Et lui m'impressionnait, ce mec. Il m'avait impressionné. La gestuelle était simple. Il était simple à avoir boxé. Qu'on m'a dit, tu vas mettre les gars avec lui. Je me disais, ça va, tranquille. Il était un peu plus lourd que moi, mais il n'y a pas de problème. Mais dès le premier coup, j'ai compris qu'il a une électricité, une puissance impressionnante. Donc, ce mec m'a choqué. Et après, sur mon parcours professionnel, j'ai eu donc Aguzum, qui est sur un bras avant. J'ai vu une puissance de fou. J'ai eu peur. Les premiers rounds, j'ai dit, il va me tuer. J'ai fait une connerie de monter en Walter qu'avec un bras gauche et une puissance impressionnante. Parce que vous étiez blessé auparavant. Non, pas pour Aguzum. Aguzum, j'étais très bien préparé. Vous aviez les veaux de bras mobiles ? J'avais tout, mais là, c'était un niveau où j'ai dit, c'est impressionnant. Donc, ce mec-là m'a impressionné.
Après, j'ai rencontré en Pologne aussi Damien Jonak, invaincu en 50 combats. Certains reconnaîtront, il avait rencontré Mamadou Thiam, qui était champion d'Europe, qui a fait un champion du monde. Et Damien Jonak l'a électrocuté à 2 reprises au premier round. Moi, j'arrive à dépasser le 5e round. Et pareil, quand on parlait de coups bas dans la boxe, quand je rencontre Damien Jonak, mon coach me dit non, mais t'inquiète pas, ça frappe pas. Et dès le premier round, je rentre dans le coin, je dis mais attends, mais il a des massues dans les bras, dans les poings. Et on me dit non, mais tu tournes mal. Bon, bref, je fais mon match. Et c'est en sortant du match que je regarde après le palmarès détaillé du gars. Et je dis, mais t'es malade ou quoi? C'est un tueur, quoi. Et on est à 70 kilos. C'est une catégorie que jamais on monte là-bas. Donc, il y a ce mec-là, Damien Jonak aussi, qui m'a impressionné par sa puissance. Bon, ça fera une bonne série Netflix, là, votre histoire. Pourquoi pas? Ce qui est important, c'est que dès nos jours, c'est vraiment montrer que il faut rester vraiment, il faut être accroché à ses rêves, se donner les moyens et n'importe quel parcours qu'on peut avoir les difficultés, il faut aller au bout. Bien, votre livre vient de sortir, s'appelle Dans le droit chemin chez City. Vous réécouterez l'émission en podcast et puis vous pourrez voir la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci Tariq d'avoir été avec nous en direct. Merci ce beaucoup. Dimanche matin. Passez un très bon dimanche sur Beurre FM.